En direct sur votre chaîne Sportmag TV pour une nouvelle journée ici à la porte de Versailles, au parc des expositions, où le salon des maires a généré un pavillon entier consacré au sport, le salon des sports et parasports. Aujourd'hui, la lutte, tout simplement parce que c'est une fédération où il y a beaucoup de choses à raconter. Lionel Lacaze à mes côtés, le président de la fédération. Enchanté, bonjour et merci de nous recevoir. Comme depuis, c'est la 3e année ou 4e année, ça passe vite, mais c'est toujours aussi agréable que de vous retrouver. Mais on aura des choses à dire quand même, hein. On peut renouveler chaque année le discours. C'est une année olympique en plus, donc on parlera également sport, et notamment avec Aurélie Haïm-Tuil, parce que vous êtes la directrice générale, mais aussi la DTN. Évidemment, il y a toute une partie sportive qui sera évoquée avec vous, parce que les JO sont passés, qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Et on va peut-être commencer tout de suite par le thème premier et essentiel, Président, une hausse conséquente du nombre de licenciés. Est-ce à dire qu'il y a un effet JO ou est-ce que c'est une lame de fond un peu plus profonde que ça et qui vient de plusieurs années? On commence par la question qui est à la fois celle de la satisfaction mais aussi de la complexité. Alors la satisfaction parce qu'effectivement on bat tous les records de notre fédération. Alors, quelques chiffres. Ils étaient sans doute modestes. Avant le Covid, c'était une fédération qui était à 21 000 licenciés. Après le Covid, nous sommes sortis à 8 100 licenciés. 8000 licenciés. Oui, comme vous dites, ça fait peur. C'est vrai que c'est pas un sport très Covid. Ça fait peur. Oui, c'est ça. Non, tout à fait. Et la grande satisfaction, c'est qu'on va boucler cette saison-là à 35 000 licenciés. 35 000. Donc en fait, la complexité, elle vient de notre difficulté à analyser des choses. Parce que c'est une croissance continue sur une Olympiade qui a duré 3 ans, hein, puisque ça a échappé à personne que les Jeux Olympiques de Tokyo étaient en 2021. C'est vrai. Et que la sortie du Covid, c'était donc à la sortie de 2021. Ce qui fait 3 années avec ce constat d'une augmentation régulière de 20 à 25% de licenciés tous les ans. Alors là, on est sur le podium à l'heure d'aujourd'hui, on sait, ça va être confirmé dans quelques semaines, on est sur le podium des fédérations qui se sont le plus développées pendant cette mini-olympiade, parce que 2 olympiades en 3 ans, c'était quand même... Oui. Pour un ancien olympiade, que je reste encore dans ma tête, je ne savais pas que je connaîtrais un jour l'olympiade de 3 ans, mais là c'est fait. Et on est en train, enfin on continue, et surtout pour l'année 2023 et 2024, cette année qui va finir bientôt, inutile de vous dire combien il est un peu tôt pour commencer pour travailler sur en fait certaines cohérences et certaines visions de ce qui s'est passé, mais je ne manquerai pas de répondre quand même sur les premières pistes qui s'offrent à nous. En tous les cas, quelles qu'en soient les raisons, vous avez un président extrêmement satisfait qui aime à répondre à cette question, ne serait-ce que pour donner les chiffres. Alors cette complexité, est-ce que Aurélie Haïm-Tuil a plus d'explications? Alors, si je comprends bien le président, ça a été assez régulier finalement. C'est pas un effet JO massif. Non. Ça a été régulier depuis 2 ans, 3 ans, 2-3 ans. On va dire que c'est effectivement une progression qui est régulière depuis au moins 2 ans. Et donc on rentre dans la 3e année et on commence vraiment à asseoir en fait ces résultats. Alors l'effet JO, il est, c'est vrai, assez rare de constater une corrélation directe entre des résultats au JO et une augmentation du nombre de licenciés. La fédération a eu par le passé un nombre conséquent, en tout cas assez révélateur de médaillés olympiques et qui n'a pas engendré... Ah non, il n'y avait pas d'historique de montée de licenciés de lutte suite au JO? Non, ça s'est avéré, oui. Il y a eu 18 médailles olympiques sur 24 olympiades, parce qu'on a toujours participé, la lutte a toujours eu une équipe de France de sélectionnés. Et sur les 24 olympiades, avec une participation donc de lutteurs,
il y a eu 18 médailles olympiques. Avec quelques 2-3 lutteurs, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 3 qui ont fait 2 médailles. Donc voilà, ça réduit, je crois que c'est 15 personnalités. Donc tout ça pour dire que c'est une discipline qui est présente sur l'olympisme depuis le départ et qui ne manque pas de résultats et de médailles tout au long de ce siècle. Pour autant, quand on analyse les effets, on se rend compte de façon assez aisée que la répercussion en termes de licenciés n'a jamais été au rendez-vous. Voire même, on a pu observer des tendances plus de recul, en tous les cas sur les 2 années ou 3 années qui suivaient. Alors, bon, la piste pour faire court là-dessus, c'est qu'il faut être en capacité d'accueillir le désir de développement. Et quand ce n'est pas fait, bah, ce qui peut arriver et qu'on pourrait sans doute travailler même aujourd'hui, c'est le recul des personnes qui sont déjà dans la discipline et qui n'acceptent pas, entre guillemets, ou enfin ont des difficultés à accepter de partager un tapis qui est devenu un petit peu la surface maison de chacun. C'est le seul avantage de ne pas être nombreux, c'est qu'à un moment donné, on a une forme d'appartenance et d'élitisme, voilà, microcosme familial, mais bon, il faut le dépasser. Et c'est peut-être ça c'était un peu ça, cette culture un peu, je dirais, peut-être un peu fermée sur nos habitudes assez élitistes de préparer les jeux et pas obligatoirement de nous projeter. Est-ce que vous rejoignez cette analyse? Oui, je rejoins cette analyse. Alors, ce qui participe pour moi au développement aujourd'hui, c'est vraiment aussi la mise en place des politiques publiques en matière de développement. La fédération est soutenue par le ministère des Sports, bien sûr, et puis par l'Agence nationale du sport, qui dans sa partie développement et dans ses politiques publiques nous a permis en fait de mettre en place des dispositifs qui aujourd'hui commencent à produire leurs effets. Donc je pense au Pass Sport, je pense à des dispositifs comme Sentez-vous Sport ou les journées olympiques, les cartes passerelles. Donc ça, ce sont des dispositifs de politique publique que la fédération... Ça, c'est pas nouveau. Il y a eu pas mal de choses relativement anciennes. Oui, enfin Passeport, c'est quand même pas le dispositif le plus ancien. En revanche, ces dispositifs aujourd'hui au sein de la fédération commencent à produire leurs effets de manière assez durable. Et ça, c'est vraiment un axe qui est intéressant. Et puis je pense que c'est aussi répondre à tous les licenciés aujourd'hui, à toutes les demandes et les offres de développement avec le développement de disciplines telles que la beach. Et donc une ouverture en fait sur des disciplines nouvelles et qui commencent vraiment à répondre aux besoins de tous. Oui, on va évoquer, parce qu'il y a plusieurs nouvelles disciplines que vous avez effectivement développées, qui je suppose ont également leurs difficultés d'infrastructure. J'imagine il faut aussi pouvoir les accueillir, tous ces nouveaux lutteurs. Exactement, alors c'est un phénomène nouveau pour nous. Je ne pense pas. Alors on voit d'ailleurs quelques images. Comment vous appelez ça, le beach wrestling? La lutte sur plage, oui. La lutte sur plage. Lutte sur plage, en français, oui, pardon. Beach wrestling. C'est plus chic en anglais. Ouais, puis ça a été codifié en grande partie sur des règlements qui se sont inspirés d'ailleurs de la lutte traditionnelle africaine. La lutte sénégalaise, voilà, notamment. Il y a 43 pays sur le continent africain qui pratiquent, donc 43 pays, et donc 40 pratiquent la lutte traditionnelle sur le sable. Donc on voit l'inspiration qui est multimillénaire. La codification est plutôt partie des États-Unis. Peut-être de Miami, je ne sais pas, mais enfin, ce sont des endroits qui se sont prêtés. Il faut des plages. Il fallait les plages. Bon, depuis, c'est devenu une codification et les plages, on les a transformées en sites de sable, un petit peu comme pour le volleyball ou d'autres activités qui trouvent une place tout à fait adaptée pour le plus grand public. Et donc, c'était un pari il y a quelques années.
les précédentes gouvernances avaient investi déjà sur la lutte, en lutte sur cette émergence, et c'était une excellente idée. Ça remonte à combien d'années à peu près Ça remonte à environ, véritablement marqué, à 2 Olympiades à peu près, je dirais une dizaine d'années, je dirais. Mais voilà, et de façon construite depuis 2 Olympiades. Donc c'était la précédente gouvernance qui avait vraiment déjà investi, avec des manifestations en France de plus en plus de qualité. On a voilà, accentué, en tous les cas on s'est positionné comme dans la continuité sur des éléments-là, et je crois que c'était un bon choix. C'est un élément de réponse à votre question de tout à l'heure sur l'accessibilité, et c'est vrai que une activité qui se pratique librement sur de l'herbe, sur du sable, sur du son, enfin sur n'importe quel environnement, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, un atout pour accueillir de nouveaux licenciés. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore le retour quantifié, qualitatif de ce qui se passe, mais ce sont en fait, on pourrait parler d'un maillage qui n'avait jamais existé et qui fonctionne de façon vérifiée, qui fonctionne plutôt bien. Pour rester sur le beach un instant, parce que c'est un peu un des programmes phares, hein, on va en évoquer d'autres, mais menés par la fédération. Est-ce que du coup c'est dans les mêmes clubs ou pas du tout? Justement, ça ouvre à l'été sur les plages, ça ouvre à d'autres perspectives, des terrains de jeu qui ne nécessitent pas forcément des infrastructures lourdes comme un classique tapis de lutte. Alors effectivement, c'est on va dire plus flexible, puisqu'en fait tout lieu de plage ou tout lieu de sable, parce que c'est pas seulement une plage, hein, on peut imaginer que dans l'ensemble des collectivités qui disposent de sable, pour aussi d'autres disciplines, hein, il n'y a pas que je pense naturellement au volley, mais pas que. Oui, il y a le beach tennis, il y a beaucoup de exactement. choses, le beach football qui se développe. Exactement, donc les collectivités ont pu développer en tout cas un espace sable, et c'est vrai qu'on peut désormais très facilement, avec du matériel qui est relativement simple à déployer, un terrain de jeu. Et ça, c'est vrai que c'est très facilitant. Alors, c'est pas, on ne voit pas pour l'instant des clubs strictement, ou l'émergence de clubs strictement beach, mais vraiment une activité proposée à travers des clubs, qui sont déjà existants, mais qui permettent d'ouvrir un panel et une offre un peu différente. J'ai entendu parler aussi de lutte dans l'eau. Oui. Alors, là j'avoue que je pose béatement la question. De quoi s'agit-il? Tous les environnements sont accessibles à travers une offre de lutte. Et là, il s'agit juste d'avoir des tapis flottants qui sont, enfin, c'est prévu pour. Hein, et voilà, j'avais des difficultés à trouver les mots descriptifs, mais c'est beaucoup plus efficace. C'est parlant. Et en fait, ça joue. L'activité lutte, elle est d'une codification aussi simple que celle de la course à pied. Hein. C'est la maîtrise de l'autre sans le soumettre. Donc on n'a pas le droit d'être... il est interdit de faire mal, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on n'a pas de soumission ou de chaos de possible. Ce n'est pas un art martial, c'est véritablement un jeu de lutte qui est la maîtrise de soi-même et de l'autre sans atteindre son intégrité. Et donc, une fois qu'on a donné cette définition, la notion de contrôle qui est majeur, surtout sur la finalisation du jeu, il faut faire attention à ce que l'on fait. C'est le côté mouvant du sol qui peut être sympa. Donc on peut changer de sol, on peut jouer aussi sur de la moquette, puisque la règle est la même. Hein. Ouais. Pour un, c'est d'arriver le plus vite là-bas, et pour l'autre, c'est de maîtriser sans faire mal. Donc l'adaptation, ce contrôle-là, c'est vraiment notre dada quotidien. Hein. C'est comment jouer, quelle que soit la condition. On reconnaît que la condition olympique, celle-là, elle est universelle. Hein. Il y a 186 pays qui sont affiliés à la Fédération internationale, 186 pays. Donc c'est juste assez impressionnant quand on imagine qu'à une dizaine près, c'est l'ensemble de la planète qui joue à ce sport. Donc ça nous donne en fait une forme d'espéranto, une forme de langue commune où on se met tout de suite d'accord avec n'importe quelle personne croisée dans n'importe quel
culture, on se met d'accord pour jouer, et quelle que soit la mouvance du sol. Et ils ont eu, je ne sais pas qui a eu l'idée, ça date peut-être de longtemps, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que trouver un sol plus mouvant que celui de mettre un tapis sur de l'eau, c'était une idée juste fabuleuse, et qui fonctionne, comme le disait la directrice, ce qui fonctionne en fait, c'est que ça donne de la diversité aussi, ça ouvre d'autres horizons. C'est quand même une discipline qui reste quand même une tradition, qui peut être plutôt de l'entre-soi, enfin quelque chose d'assez bordé, au moins depuis 150 ans en France. Ben là, en fait, c'est comme si on s'émancipait de la dimension olympique, de la codification olympique, et que on remettait, comme le faisaient les enseignants dans les années 60, on remet la lutte au centre de l'activité possible par tous et dans n'importe quelle condition. D'ailleurs, on peut ouvrir un petit aparté sur le fait que la lutte a été à un moment mise en cause dans l'enceinte olympique. On a eu la crainte bien sûr, de voir la lutte partir des JO. Est-ce que ces nouvelles disciplines ne sont pas aussi un moyen d'abord d'attirer évidemment des nouveaux entrants, des personnes qui n'étaient pas forcément prêtes à faire de la lutte traditionnelle, et aussi ouvrir un peu l'esprit, rajeunir, moderniser un peu le sport pour apparaître plus moderne aux yeux du CIO? Oui, alors plus moderne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que déjà, d'ores et déjà, on peut constater quand même une évolution des pratiques au niveau mondial, puisque la beach wrestling est aujourd'hui codifiée par la Fédération internationale et cette discipline va s'inscrire dans les JOJ de Dakar. Ce qui est déjà plus logique. Alors, ce ne sera pas la version de la lutte sénégalaise. Hein. Non, c'est vraiment ce sera la lutte. Parce que la lutte sénégalaise, c'est un mélange de beaucoup de choses. Voilà, c'est une lutte traditionnelle. Aussi bien boxing, etc. Et pour dire quand même à nos téléspectateurs, moi j'ai assisté plusieurs fois à des matchs de lutte sénégalaise. Il peut y avoir 40 000 spectateurs là-bas, plus de monde que pour le foot. Tout à fait. Il y a plus de monde au Sénégal pour aller voir de la lutte que pour le football. Et le prix du gagnant est souvent... Et les prix sont considérables. Ils font même de la pay TV, vous imaginez? Ils font de la pay TV sur les matchs, les grands matchs au Sénégal, et font des recettes considérables. Donc c'est pour situer un peu l'enjeu. Ne pas croire que c'est des sports complètement annexes. Non, pas du tout. Donc sur les JOJ de Dakar, c'est un premier pas, en tout cas c'est une première entrée, en tout cas indirecte dans l'olympisme de cette discipline. Alors après, la Fédération internationale et le CIO sont en discussion ou seront en discussion sur l'entrée et l'émergence des nouvelles disciplines. On l'a vu pour Paris, on a eu le break. Donc voilà, ce sont des discussions d'ordre international, hein, mais d'ores et déjà, on peut quand même noter que la beach rentre vraiment dans un programme, un circuit de performance, un circuit balisé international. Donc on s'aperçoit que ces nouvelles disciplines sont pas qu'un effet de mode et elles correspondent en tout cas à une évolution peut-être plus globale de la société. Donc vous serez plus en mesure. Oui, peut-être pour répondre sur la partie, sur la partie en fait de la fragilité possible de la représentation en fait de la lutte sur le plan international, et on a parlé de cet artefact qu'il y a eu avec sa disparition des Jeux Olympiques. Il y a deux éléments. Il y a le premier, c'est que la lutte, même avec ses 186 pays, c'est-à-dire l'ensemble de la planète, et dont la moitié c'est le sport national du pays. Je ne parle pas de la lutte traditionnelle. Je parle bien d'une lutte codifiée, n'empêche pas, n'interdit pas à la lutte de s'adapter. Que ce soit sur les médias, que ce soit sur l'organisation, que on sait très bien que la démocratie dans les fédérations internationales, il y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place, et c'est ce qui est fait actuellement par la Fédération internationale de lutte, qui fait vraiment là-dessus un boulot, sans parler d'excellence, qui fait vraiment son taf, et j'ai aucun intérêt à l'argumenter ici, à titre perso, mais en fait c'est une réalité. Le deuxième aspect,
c'est celui de ce que porte la lutte. La lutte, c'est la mixité recherchée avec la place des femmes dans cette activité. La place des femmes dans cette activité, ce n'est pas rien. Enfin, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter aujourd'hui que cette conquête de la femme sur l'ensemble de la planète en termes d'activités accessibles pour elles, puisqu'elles sont quasiment présentes, je dirais quasiment, il n'y a que très très peu d'exceptions, sur l'ensemble de l'offre de lutte qui est sur la planète. Et là, donc là, c'est pas rien en termes de... Non. Et ça peut poser quelques tensions sur certaines candidatures de pays lorsqu'il y a les enjeux du CIO. Donc voilà, j'ai pas la vérité évidemment sur quelle avait été la crise réelle à l'époque, mais en fait, cette discipline qui est à la fois universelle et intemporelle, c'est sûr qu'elle peut amener de temps en temps à ce que des questions se posent de façon beaucoup plus large que seulement le simple intérêt de l'activité en tant qu'activité sportive. Et à évoluer donc, on l'a bien compris d'ailleurs au passage, parce que je n'ai pas posé la question tout à l'heure, pardon, est-ce que la hausse du nombre de licenciés est également due à une pratique féminine un peu plus importante? Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, hein, en tout cas, ce sont les clubs qui par leur travail et leur accueil, permettent aujourd'hui de répondre à une demande, y compris du public féminin. Et aujourd'hui, on observe en tout cas une augmentation effectivement du nombre de licenciés féminines. Alors j'ai ouï dire également, on m'a renseigné sur des nouvelles salles, des lieux éphémères. Est-ce que la DTN peut-être pour dire un mot là-dessus? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a une difficulté. J'aurais pas imaginé en arrivant à la fédération que j'aurais cette difficulté-là, j'en ai eu d'autres, mais la difficulté de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble de la demande par un manque d'équipement, un manque de structure. Et aujourd'hui, encore une fois, on arrive à une année où on se rend compte que cette demande, elle est croissante et que nos salles et nos infrastructures restent on va dire, il y a une petite augmentation, mais en tout cas n'est pas corrélée au nombre de licenciés supplémentaires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer des espaces de pratique modulables et qui permettraient à l'ensemble des potentiels licenciés ou des pratiquants de pouvoir lutter un peu à côté en tout cas le plus à côté de chez eux, dans les lieux les plus proches de chez eux. Alors quel type d'espace serait propice à ce genre d'installation? Alors aujourd'hui on a des systèmes de tapis qui se roulent, donc vous déployez sur un espace, une salle je dirais, classique. D'accord. En quelques minutes, on installe le tapis et en quelques minutes on l'enlève également? Exactement. Voilà. D'accord. Ça pourrait être installé pour une journée ou quelques heures dans un supermarché ou n'importe où. Ouais, c'est ça. En quelque sorte. En quelque sorte. Un espace. Et d'ailleurs, les territoires là-dessus sont à remercier parce qu'en fait, cette crise de croissance, elle est réduite grâce à des initiatives et la réponse qui a été évoquée tout à l'heure sur des sols, sur des environnements différents, plus nature, à la limite ça devient le sport écolo où il y a très peu de vêtements et un espace qui peut se faire on ne peut plus naturellement, parce que ça peut être sur l'herbe ou le sable. L'air de rien, sans être cynique en parlant d'accessibilité facile, là vraiment, ce sont des portes ouvertes qui ont sensibilisé des territoires qui disent, bah oui, dans le fond, c'est une véritable école du combat, quoi. En fait, c'est l'éducation au combat, c'est aussi cela, quoi. C'est de pouvoir jouer comme on l'a fait depuis la nuit des temps, et que ça soit un jeu accessible pour tous. Et je crois que c'est ça notre fil conducteur. Et autant que, même si on est tardif un peu là-dessus, si on est un peu en retard, c'est le moins qu'on puisse dire, autant qu'on rattrape ce temps-là en étant le plus possible réactif à cette demande qui nous vient là depuis quelques années.
Alors pour achever cette partie sur les licences, ensuite on va, pardon décidément, le chat est là, juste un mot quand même, le satisfecit il est aussi très important, Président, parce que vous êtes parti d'une situation très délicate. Vous avez rappelé le Covid, mais auparavant, la Fédération de lutte a été en crise financière totale. Il y a 3 éléments d'évaluation, il y en a sans doute plus, mais qui font partie du réflexe dès qu'on est en situation de gestion et de management d'une structure. C'est effectivement le public qui est touché, quoi, savoir s'il y a du monde. Donc là, on vient d'y répondre. Il y a l'aspect des résultats sportifs. Je crois qu'aussi c'est une... Qu'on va évoquer dans un instant. Ouais. Puis le troisième, c'est celui effectivement du financier, de l'administratif. Et oui, on a, mais ça rien non plus d'exceptionnel. C'est une fédération qui, sur l'événementiel, a pris des risques une certaine période. Les retombées de cet événementiel, c'est sans doute un peu plus de lisibilité, de visibilité sur une activité. Donc ça, il faut savoir aussi l'évaluer. Mais c'est parfois des difficultés à joindre les deux bouts. Et donc c'est vrai que sur le plan financier, ça a été extrêmement délicat. Et ça nous a mis sur une projection complexe d'une dizaine d'années. On est à 3 ans, donc ça fait partie aussi de l'évaluation. Nous sommes à 3 ans du bouclage en fait de la remise d'équerre de cette situation. Donc voilà, ça fait partie des. Je parle d'artefacts, j'ai pas d'autres mots. Enfin, voilà, d'une courbe que beaucoup de fédérations, enfin en tous les cas, chez mes collègues d'autres fédérations, souvent quand on échange, ce sont des partages assez naturels. Bon, là, on avait quand même tapé très fort. On avait été très loin dans la prise. On a été très loin dans la prise de risque. Alors on clôt cette partie qui est un vrai satisfecit sur l'augmentation des licenciés. C'est un objectif 35 000 pour finir cette année. Oui, l'objectif futur. La projection est quasi. Je peux la certifier. C'est assez facile. L'idée, enfin ça c'est plus personnel, donc je ne veux pas engager la prochaine gouvernance. Donc c'est plutôt je pensais qu'on pourrait finir ce mandat à plus de 40 000 pour avoir en 2 mandats, en 8 ans on va dire, être à 60 000 licenciés. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, doublé, ouais. Voilà, encore doublé. Et oui, parce qu'en fait, c'est exponentiel. C'est pour ça qu'on se flatte de notre performance. Mais bon, on partait. Des bons amis nous diraient qu'on partait de loin. Mais bon, ce qui est important, c'est la croissance permanente. Et absolument. Donc, ça serait, c'est dire que sur une dizaine d'années, ce serait un objectif qui a été réalisé par bien d'autres. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'inspire pas de ces parcours-là pour faire de même avec notre discipline olympique de lutte. Alors pour finir, un point un peu moins satisfaisant, c'est quand même les résultats aux JO qui n'ont pas été très satisfaisants. On a souligné tout à l'heure le nombre de médailles olympiques pour la France qui ont été très importants dans l'histoire de la lutte, mais Paris 2024 c'est pas inscrit dans cette lignée. Alors effectivement, si on regarde les résultats de manière brute, il n'y a pas de médaille. Donc ça c'est un fait, et effectivement en tout cas la fédération est très déçue pour les athlètes qui étaient présents aux Jeux. Tant par leur investissement que par vraiment la qualité de leur parcours. Mais il faut bien déjà comprendre que la discipline est l'une des seules disciplines déjà à ne pas avoir eu de quota. Donc, en tant que pays hôte. Donc les 3 athlètes sont allés chercher leur qualification, ce qui a engendré un parcours sur 4 ans extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et donc ne serait-ce que la présence déjà de trois athlètes, c'était déjà vraiment une première victoire. Et donc, certes, il n'y a pas de médaille, mais il y a quand même un chemin et une qualité de performance pour les athlètes qui est non négligeable. Il faut bien aussi considérer que, par exemple, en lutte gréco-romaine, il n'y avait pas eu de qualification depuis plusieurs Olympiades. Et là, on a pu qualifier un athlète en lutte gréco-romaine, qui est une vraie satisfaction aussi pour la fédération. Et évidemment, nos 2 féminines qui ont bien aussi mérité leur qualification.
Donc on est parti, la fédération, avec un manque vraiment de structuration sur la partie sportive. Cette structuration a été faite et ça c'est déjà positif. Donc on peut en tout cas dans cette dynamique espérer de beaux résultats pour Los Angeles. Il y a un optimisme ambiant du côté purement sportif, Président? Oui, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'on sait qu'un athlète médaillable à l'international sur une fédération qui a 186 pays, c'est minimum 3 Olympiades, quoi. Donc on prend les héritages se passent de main en main et l'opportunité des Jeux Olympiques de Paris, c'était véritablement de repositionner en fait ce travail-là qui est indispensable et qui va payer que plus tard. Alors toutes les fédérations ont la même, là aussi c'est rien d'original. Nous on a juste que il n'y a pas de baisse de niveau à espérer et il y a 16 lutteurs par catégorie aux Jeux Olympiques. 16 lutteurs par catégorie, et que chaque lutteur qui est sélectionné est un potentiel médaillé. Et de toute façon, il a déjà fait des médailles. Donc en fait, c'était le cas de nos 3 sélectionnés qui véritablement avaient leur chance. Il y a eu deux quarts de finale. Enfin bon, c'est la complexité après des Jeux. On pouvait regretter de ne pas être comme pour les autres disciplines, et il n'y a pas de problème là-dessus. On les envie pas. On savait depuis le départ qu'il n'y aurait pas de quota sur la lutte. On sait que pas de quota réservé aux athlètes français. Oui, pardon, pas de quota réservé. Il fallait se qualifier, comme le disait Aurélie. Donc en fait, sur 3 sports olympiques de lutte, ça faisait 18, voilà, sans faire des maths approximatives, ça faisait 18 possibilités. 3 ont gagné leur sélection. On avait encore 4 à 5 athlètes à côté qui avaient fait des résultats au niveau mondial, dont un champion du monde de moins de 23 ans. Enfin, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais ça faisait quand même des possibilités en dehors du parcours, qui était quand même un vrai casse-tête pour l'équipe technique. Il y a eu 3 ans pour amener des jeunes athlètes, des athlètes qui étaient seulement en émergence, les amener au rendez-vous de Paris, quoi. Donc ce pari-là, il a été fait, sans jeu de mots. En même temps, le brassage qui a été fait, j'ai envie de dire, c'est pas très bien parce que c'est pas très écolo, mais on a rempli les avions, mais on a surtout répondu présent à toutes les possibilités, à toutes les invitations internationales pour avoir une confrontation maximale de tous les jeunes athlètes, ceux qui pourraient passer aux Jeux de Paris, mais tous ceux qui seront au rendez-vous de Los Angeles. Merci pour ce panorama de la Fédération française de lutte et de l'état de ce sport en France à l'heure actuelle. Merci beaucoup à Lionel Lacaze, le président de la Fédération, et Aurélie Haïm-Tuil, directrice générale et directrice technique. Merci à tous, et dans moins d'une demi-heure, on se retrouve pour un autre sport de combat, la savate, la boxe française.